Bonsoir à tous, merci de votre présence. On va prendre une petite heure, on va dire 55 minutes, pour vous parler de ce qu'est HPE GreenLake, le cloud on-premise ou le cloud à la maison, hein, pour reprendre l'expression Mhm. directe. Euh, pour cela, alors, je vais passer les slides du coup. Je serai accompagné donc de Cyril Cornelou, donc, qui est Solution Sales Manager GreenLake chez HPE. Et puis, Bonjour. bonjour Thierry. Et puis, nous aurons également Eric Machaber, qui est CTO de Mencare Solutions, qui nous donnera quelques clés sur ce qui a fait que Mencare Solutions ait adopté le modèle GreenLake, donc, en tant que client HPE X9000. Donc voilà pour l'agenda et on terminera par des questions-réponses. Alors après, vous avez la possibilité de poser des questions. Vous avez en bas à droite de votre écran un bouton questions. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. On est là pour y répondre et ça rendra la session plus interactive. Donc surtout n'hésitez pas. Alors, je vais prendre quelques instants pour resituer X9000, même si la majorité d'entre vous nous connaissent bien. Donc, X9000 existe depuis, bon, on va pas dire son âge exact, mais depuis plus de 25 ans maintenant, donc avec une spécialité dans les solutions d'infrastructure. Donc, nous sommes un intégrateur et nous sommes spécialisés dans les solutions, en particulier avec HPE. Et donc, en tant qu'intégrateur, nous intervenons sur l'ensemble de la chaîne de production. Mais je dirais, ce qui est important chez X9000, c'est toujours essayer de proposer des solutions qui vont vraiment s'inscrire dans un use case de l'entreprise, de nos clients, et de façon à leur permettre d'atteindre des contraintes business, des contraintes techniques, des contraintes stratégiques, etc. Euh, donc voilà pour la présentation X9000. Alors, GreenLake dans tout ça, bon, bah, vous rendez compte aujourd'hui dans la vie courante, que les modes de consommation évoluent et qu'aujourd'hui on parle de plus en plus de paiement à l'usage, et il y a un certain nombre de drivers, de use cases qui vont être intéressants et pour les entreprises, pour leur infrastructure, euh, pour aller vers ces modèles de consommation. Pour vous détailler un petit peu ça, donc Thierry Cornelou, HPE, va prendre la suite de la présentation pour vous expliquer en quoi consiste GreenLake. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions euh, au fil de l'eau. Et Eric nous a rejoint. Et Eric, tu nous entends, Eric? Si tu nous Cette entends, fois-ci, c'est très bien. nous sommes de tout cœur avec Super. toi. Bravo. Just on Bonjour tout le time. monde. Merci Eric. Bien, Thierry, bah, c'est bonjour toi. bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, je vais vous demander un exercice super dur. Vous allez taper n'importe quelle lettre dans le chat pour être sûr que vous m'entendez bien. Est-ce que ça, on voit ça? Ah voilà, j'adore. D'habitude, je dis taper n'importe quoi et les gens écrivent n'importe quoi. Très bien, très bien. Donc vous m'entendez. Donc comme l'a dit Grégoire, j'ai l'honneur, le plaisir et l'avantage là depuis quelques mois d'animer l'équipe commerciale autour des sujets de transformation, de solutions chez HPE pour la France, dont l'activité principale est GreenLake. On m'a demandé effectivement de vous faire une présentation de ce qu'est GreenLake aujourd'hui. Je pense qu'autour de la table, sans doute qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà eu des présentations de ce type-là. Mais je préfère qu'on replace un petit peu le débat et on va peut-être enfoncer quelques portes ouvertes, hein. N'hésitez pas à réagir dans le chat, à poser des questions. Grégoire sera là pour les prendre à la volée et m'interrompre si c'était nécessaire. Donc HPE GreenLake, qu'est-ce que c'est? On l'a dit tout à l'heure finalement, c'est le cloud qui vient à vous, c'est le cloud à la maison.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ce dont on se rend compte depuis quelques années, c'est que les habitudes de travail changent et les habitudes de consommation changent, que ce soit, chez le particulier, mais de plus en plus dans le monde de l'entreprise. Alors bien sûr, il y a des sujets qui ont été assez précurseurs. J'allais dire aujourd'hui, quelle entreprise achète encore ses imprimantes? Je pense qu'aujourd'hui, c'est passé dans les lieux communs que, on a des contrats d'infogérance, du coup à la page. De plus en plus, on a ce modèle-là sur les PC. Et donc, il n'y avait aucune raison pour que le data center ne soit pas exclu. Et quand je dis data center, si vous voyez déjà sur cette page d'introduction, on va beaucoup plus loin puisque au centre, on a la partie data center, mais sur la gauche, on a la partie edge. Donc, ce qu'on appelle edge, nous finalement, c'est tout ce qui n'est pas dans le data center. Donc, ça peut être des agences commerciales, ça peut être des usines. Et puis à droite, la partie cloud. GreenLake, c'est vraiment quelque chose qui se positionne sur l'ensemble de ce scope-là, mais on y reviendra. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif, c'est d'avoir finalement un nouveau mode d'acquisition de l'infrastructure IT sur toute cette chaîne Edge Data Center Cloud, comme vous en avez l'habitude maintenant sur des services de type SaaS, donc avec un coût mensuel en fonction de ce que vous consommez. GreenLake, c'est ni plus ni moins que ça. Maintenant, quand on dit le cloud à la maison, next, s'il te plaît. Ah, Ah, ça fait pas next. ah si, ça y est. Il faut cliquer 2 Voilà. fois. Maintenant, quand on dit le cloud à la maison, finalement, quelles sont les particularités de cette offre-là? Vous voyez, sur le pavé de gauche, on a mis finalement qu'est-ce qui est différent du cloud? Bah, tout simplement, les équipements, au lieu d'être finalement quelque part dans une boîte noire chez Azure, AWS ou quelqu'un d'autre, ce sont des équipements que vous allez garder chez vous. Donc, vous en gardez le contrôle. Vous pouvez même, comme vous en avez l'habitude depuis toujours, travailler avec votre partenaire préféré X9000, définir les infrastructures ensemble en fonction de ce qui va vous convenir. Donc, mettre le petit coup de tournevis à droite, le petit coup de tournevis à gauche pour s'adapter à vos contraintes, à vos objectifs de performance et autres. Donc ça, c'est un premier point qui est très différenciant, c'est que l'ensemble du catalogue HPE, et même un peu plus, tout ce qui a une référence au catalogue HPE, considérez que allez, 95% de ce catalogue est éligible à cette offre-là. Donc vous pouvez garder vos habitudes de tuner au maximum les infrastructures et d'en garder finalement le contrôle puisque les équipements vont être chez vous. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans la page précédente, quand on parlait de data center, on parlait également de colocation. De plus en plus de clients nous disent moi, ça m'intéresse de garder le contrôle, par contre, j'ai plus de salle, j'ai plus de data center. Donc, est-ce que vous savez potentiellement héberger ces équipements? Donc là aussi, on a une réponse, hein, ça fait partie des modifications qu'on a faites sur cette offre-là pour apporter cette notion de colocation, donc on va dire si je fais une analogie, par exemple, avec un concessionnaire dans un garage, quand vous allez chez un garagiste aujourd'hui, au lieu d'acheter une voiture, vous voyez bien, vous faites de la location avec un coût mensuel. Donc le GreenLake, vous l'avez compris, c'est ça. On va un peu plus loin aujourd'hui. Imaginez que ce concessionnaire, vous lui demandiez, moi, j'ai pas de place de parking chez moi, donc la voiture, je veux en garder le contrôle, je veux pouvoir l'utiliser tous les jours, mais j'ai pas de parking. Est-ce que vous auriez un parking à mettre dans la location? Bah oui, monsieur le client, on sait le faire aussi, hein. Donc il y a vraiment cette notion de contrôle et de localisation des équipements sur laquelle vous allez pouvoir garder la main. Et puis après, évidemment, on parle de choses comme la confidentialité des données. Bref, vous connaissez un peu toutes les limitations du cloud en termes de latence, d'accès, de sécurité et ainsi de suite. Après, il n'y a pas de magie. Derrière cette offre-là, on va trouver de l'infrastructure, on va trouver du service et on va trouver du financement. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans quelque chose de mensuel, de mensualisé, forcément, il y a du financement derrière. Maintenant, ce qui est un petit peu différent d'un modèle financier, comme c'est inscrit au milieu, on est capable, dans ce contrat de service, de se projeter dans l'avenir, mais sans vous engager de façon trop forte.
C'est-à-dire que notre partenaire spécifique, qui est HPE Financial Services, est capable de faire du financement intelligent pour adapter, par exemple, des déploiements, des financements à des problématiques de déploiement ou autres. Maintenant, c'est quelque chose qui est en général prédéfini sur une durée assez courte et très engageant. La particularité, une des autres particularités de GreenLake, c'est que finalement, on va se projeter avec vous sur peut-être une croissance à 2, 3, 4, 5 ans, mais sans vous engager à faire cette croissance-là. Donc c'est en ça que c'est vraiment plus un contrat de service qu'un contrat de financement pur. Le troisième point, différent des autres, parce que je l'ai dit finalement, non seulement on va pouvoir intégrer tout le catalogue HPE, mais on est capable d'intégrer des solutions tiers, quelles qu'elles soient, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Next, s'il te plaît. La proposition, fais un next encore, s'il te plaît, parce que je crois qu'il y a juste une petite animation par rapport au point du dessus. Retenez pas les chiffres, mais ce qui est important, c'est de retenir ce qu'il y a dans les pavés. Finalement, la proposition de valeur de cette offre GreenLake, c'est accélérer les déploiements. Je sors là d'un meeting où on est en train de préparer une offre pour un client qui est un grand de la télécommunication française, on va dire, qui a une problématique de déploiement. Il a toujours besoin d'avoir de la capacité d'avance pour gérer sa croissance et gérer ses approvisionnements. Voilà, GreenLake lui apporte cette flexibilité-là, c'est-à-dire qu'on va travailler avec eux sur un contrat où on va mettre en place au départ quelque chose de fixé qui correspond à leurs besoins à l'instant T. Par contre, on travaille avec eux sur une réserve de capacité on top qui va leur permettre d'absorber leur croissance organique. Et derrière, on met en place une mécanique qui fait que quand on atteint un certain niveau de consommation de cette capacité de réserve, on automatise la partie réapprovisionnement des équipements. Tout ça, c'est prévu dès le départ, d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue financier. Donc ça, c'est un point extrêmement important. On est capable de définir une projection financière, incluant des hypothèses de croissance, depuis le T0 jusqu'à la fin du contrat. Quand on parle ensuite alimenter l'innovation, de plus en plus de nos clients, quand j'ai dit tout à l'heure, vous vous souvenez, infrastructure, services et financement, de plus en plus de clients insistent sur cette partie service. On n'impose rien en termes de service dans GreenLake, si ce n'est bien évidemment de prendre de la maintenance et un service minimum parce qu'on va avoir quelqu'un qui va suivre cette consommation au fil du temps, qui va vous faire un certain nombre de recommandations en proactif. Ça, c'est ce qu'on a toujours fait sur nos infrastructures. Mais de plus en plus de clients nous demandent finalement, en plus, de prendre en charge tout ou partie de l'exploitation des plateformes. Donc ça, c'est intéressant, surtout dans un modèle avec un partenaire comme X9000, parce que nous, on ne sait pas tout faire dans un environnement. Et donc, en général, quand on monte un contrat GreenLake pour un client avec un partenaire, finalement, on va faire un espèce de ménage à trois et un tableau rassis entre nous trois pour savoir qui va faire quoi. Et quand on dit alimenter l'innovation, c'est simplement de se dire, monsieur le client, il y a peut-être des tâches rébarbatives dont vous ne voulez plus vous occuper, vous concentrer sur l'innovation et donc les projets à valeur pour votre entreprise, et on peut peut-être faire ça pour vous. Les coûts d'IT réduits, j'y reviendrai plus tard. Vous verrez à quel point, à quel moment précisément, on va pouvoir avoir des gains financiers, donc je ne le développerai pas maintenant. Et puis garder le contrôle, je l'ai dit tout à l'heure, parce que finalement, les équipements, ils sont chez vous ou dans un espace de colocation, mais ce n'est pas une boîte noire tel que ça peut être le cas dans un cloud public, par exemple. Next, s'il te plaît. Là, c'est juste une petite planche finalement qui vous décrit le processus que j'ai évoqué tout à l'heure. Vous voyez, on a une capacité de production finalement qui vous est livrée. C'est ce qu'on appelle, nous, notre T0 finalement, notre configuration cible minimum. Ça, c'est votre besoin du jour. Et ça, c'est votre base de facturation mensuelle. Au-dessus de ça, on rajoute une capacité de réserve, capacité locale, comme c'est indiqué ici, dans laquelle vous allez pouvoir aller taper avec la croissance que vous allez faire sur vos projets.
C'est dans cette partie-là qu'on va définir ensemble des unités de mesure et donc de facturation. Et c'est là-dessus que vous allez être facturé en fonction de ce que vous consommez tous les mois. Et puis après, il y a un cercle vertueux qui fait que quand vous allez commencer à tangenter sur une occupation à 90-95% de l'infrastructure qu'on vous a mis en place, eh bien, on se met d'accord et on réalimente cette capacité d'attente, ce petit buffer au-dessus très régulièrement. Next, s'il te plaît. Alors, c'est là qu'il y a l'animation. Donc ça, c'est une courbe assez classique. Next, juste une fois. Ça, c'est une courbe assez classique qu'on va retrouver sur un besoin IT. Donc, que ce soit du stockage, que ce soit du compute, peu importe. Ça, c'est une courbe d'utilisation depuis la gauche, un T0, jusqu'à une certaine cible. Next. De façon assez classique, là, cette courbe blanche, alors on n'a rien inventé, hein, ça, c'est des choses qu'on a pu observer. Elle représente ce qui se fait en mode traditionnel. C'est-à-dire qu'au départ d'un projet, en général, et ça, je pense que je choquerai personne, quand vous faites une évaluation lors d'un lancement de consultation, quand vous faites une évaluation de vos besoins, vous essayez de faire une évaluation surtout de votre besoin à 1 an, 2 ans, 3 ans. Et comme en général, c'est un exercice qui est extrêmement compliqué, dans les appels d'offres, on a toujours l'habitude de voir des capacités très au-dessus de ce que vous utilisez aujourd'hui, de l'ordre de 2 fois à 3 fois, hein, c'est ce qu'on constate par expérience. Donc c'est cette surcapacité là qui est mentionnée entre la courbe verte à gauche et puis l'espèce de grosse marge d'escalier blanche. C'est là où il y a un surcoût d'investissement au départ. Ça, c'est le premier écueil, j'allais dire, des modes d'approvisionnement traditionnels. Le deuxième écueil, c'est quand le besoin passe au-dessus de la courbe blanche. Et là, j'imagine que ça, c'est des choses que tout le monde a pu vivre hein, finalement, c'est de se dire, mince, je suis en limite de capacité, peut-être que je vais avoir un process de réalimentation pour faire cette deuxième marche d'escalier qui va prendre un petit peu de temps et j'ai un risque de ne pas servir mes métiers. Donc ça, c'est un deuxième écueil de ce qu'on peut constater chez certains de nos clients. Next, s'il te plaît. Cette courbe-là, en fait, elle va illustrer la façon dont on va gérer la capacité ensemble au fil de l'eau. Vous voyez que les marges sont beaucoup plus petites et surtout beaucoup plus proches de votre consommation réelle. C'est vraiment ça, c'est là qu'est toute l'intelligence du modèle GreenLake depuis le départ. Hein. GreenLake, ce n'est pas quelque chose de nouveau hein, chez HPE, c'est quelque chose qui existe depuis une dizaine d'années maintenant. Et ça a vraiment été la base du modèle. On verra après qu'il y a eu d'autres choses qui se sont rajoutées et qui continuent à se rajouter régulièrement sur l'offre, mais ça, c'est la base. Et je pense que si tu fais Next, on va voir tout de suite en fait le delta. Les économies, vous voyez, elles sont là finalement. C'est comment je fais pour éviter ces grandes marges d'escalier et donc éviter la surconsommation et être le plus proche possible de mon besoin. Next, s'il te plaît. Hop, je fais la même chose de mon côté. Next, tu l'as fait, next, encore. Alors stop, voilà, c'est bon. Le petit pointillé là que vous voyez sur la partie basse, ce point il est important parce que tout à l'heure je vous ai expliqué que dans le modèle GreenLake, il y a une capacité installée, hein, qui est la base de facturation mensuelle, et puis une capacité on top, qui est la capacité variable, et c'est là-dessus qu'on va vous facturer à la consommation. Donc ça, c'est ce qui est symbolisé ici. Vous voyez, tout ce qui est en dessous de la courbe en pointillé blanc, ça, c'est le minimum de facturation mensuelle. Ça, c'est la capacité finalement que vous êtes engagé à consommer. Et puis le delta entre cette partie en pointillé blanc et la partie en bleu en haut, c'est là-dessus que vous allez trouver cette fameuse capacité variable dans laquelle on va essayer d'enfermer la courbe de consommation pour être au plus près possible de la consommation. Next. Ça, je l'ai un peu dit tout à l'heure. La caractéristique, une des caractéristiques encore de GreenLake, c'est que finalement, c'est un contrat tout en un. Vous allez retrouver en haut à gauche l'infrastructure, en bas à droite la façon de le sourcer, de le financer, en haut à droite les services d'accompagnement,
Et puis un service d'accompagnement un peu particulier en bas à gauche, qui est vraiment l'essence même du contrat, c'est le capacity planning. Et vous voyez, on a un petit logo qui est marqué Cloud Cruiser. Donc ça, c'est un outil du marché que certains service providers français notamment ont utilisé historiquement. C'est lui qui va apporter cette intelligence de mesure. Donc c'est une VM simplement qu'on met sur votre infrastructure et qui va venir par exemple se connecter au baie de stockage, qui va venir se connecter à votre vCenter pour mesurer en permanence les unités qu'on aura définies ensemble dans le contrat. Donc c'est vraiment, on n'est pas sur un modèle déclaratif, on est sur un modèle comme un modèle cloud. C'est pour ça qu'on dit encore une fois le cloud à la maison. On est vraiment sur un modèle où on a quelque chose qui va venir mesurer en permanence et faire une moyenne mensuelle pour sortir une facture en fonction de ce que vous avez consommé. Vous voyez, dans le cercle, on a mis quelques exemples d'unités de mesure. C'est vraiment pas exhaustif parce qu'on a des demandes clients de plus en plus variées sur des technologies nouvelles, comme je le disais tout à l'heure, y compris sur des technologies non HPE comme Scality, Cohesity, Cumulo, que sais-je, encore plein d'autres, qu'on intègre à notre catalogue finalement. Et pour nous, en fait, le juge de paix pour savoir si on est capable d'intégrer quelque chose, bah, c'est simplement notre outil Cloud Cruiser qui doit être capable d'aller interroger quelque chose sur cette nouvelle technologie pour remonter une mesure à notre outil de facturation. Donc là, ce n'est pas du tout exhaustif, ce sont quelques exemples assez courants avec des unités de mesure qui peuvent être très simples, au serveur allumé, mais qui peuvent être au cœur utilisé. Ça, on fait beaucoup ça dans le calcul scientifique. De façon plus courante, à la VRAM utilisée quand on parle d'environnement virtualisé, ou au terabyte quand on parle de stockage. Next, s'il te plaît. Ah, tu allé un cran. Ouais, alors donc juste un petit point par rapport à ça. Ça, je ne le détaillerai pas aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps. Ça, en fait, c'est une copie d'écran de ce qu'on appelle GreenLake Central. C'est une console qui vient finalement avec le contrat et qui vous donne un accès à un certain nombre de choses. Donc la partie en haut à gauche, ça, c'est ce que vous avez par défaut. C'est vraiment votre suivi de consommation en temps réel. Donc, qui en fait est une image de ce que notre Cloud Cruiser, cette petite VM dont je vous parlais tout à l'heure, va mesurer tous les jours. Après, je ne le détaillerai pas là, mais si ça vous intéresse, on pourra passer plus de temps par ailleurs. C'est un certain nombre d'options qui sont possibles et qu'on peut rajouter à cette console sur des outils de compliance de votre environnement, sur des outils de cloud management platform ou des choses comme ça. Next, s'il te plaît. Ici, on a essayé de regrouper, alors désolé, c'est pas très visible, mais ça permet de résumer quelques bénéfices opérationnels de ce type d'approche. Donc si je les reprends rapidement, c'est un contrat de service, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est un contrat de service tout en un, comme vous l'avez compris. Et je rappelle, dedans, vous allez retrouver de l'infrastructure, des services et du financement. Et je rappelle aussi des services qui peuvent être partagés avec nos partenaires. Donc ça, c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire qu'on n'est pas exclusif dans les services qui sont délivrés et on sait, j'allais dire, avoir l'intelligence de vraiment se répartir les choses en fonction de ce que vous souhaitez. Réduction du temps d'approvisionnement, ça se passe à plusieurs niveaux. J'allais dire qu'en mode nominal, réduction d'approvisionnement, vous l'avez compris, comme vous avez toujours de la capacité d'avance, dans le principe, vous n'êtes jamais à court de capacité. Le deuxième point, et ça c'est un point important depuis quelques temps, je pense que je l'apprends à personne, l'approvisionnement est une vraie difficulté aujourd'hui d'un point de vue infrastructure, quels que soient les domaines. Sachez à titre d'information que quand on a un contrat GreenLake, toutes les productions en fait sont rendues prioritaires. Bon, ça peut être du détail, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça nous sert bien. Mise en œuvre immédiate des ressources, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous avez une capacité variable qui est déjà sur place. Le point qui est mentionné après, la facturation facilitée, ça c'est lié à GreenLake Central. En fait, on peut taguer un certain nombre de volumes et ça peut, dans certains cas, vous aider. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais certains ont besoin de refacturer à certains services internes.
Et donc GreenLake Central permet de faire ça, permet de vous donner en tout cas des éléments pour refacturer en interne en fonction de ce qui est consommé par tel ou tel service. Excuse-moi Thierry, peut-être Oui. une question sur laquelle tu peux peut-être préciser quand on parle de mise en œuvre immédiate des ressources. En fait, on n'a pas à déclencher le buffer, hein, ça se passe de Oui, façon exact. transparente. Exact, exact. Effectivement, les équipements, et c'est ce qui est intéressant, c'est que si je prends l'exemple du stockage, par exemple, c'est intéressant parce que même si vous ne consommez pas cette capacité de réserve, elle est quand même là et elle participe à la performance. Donc si on a dû rajouter des disques, par exemple, hein, pour être plus précis, dans une baie pour faire cette capacité de stockage, bah, ces disques finalement, ils participent à votre performance et sans être facturés pour autant si vous ne les utilisez pas. Maintien en condition opérationnelle, ça je pense que j'en ai largement parlé entre HPE et les partenaires sur tout ce qui est, conseils, mise à jour, mais ça on s'adapte vraiment à vos besoins. Tout le monde n'a pas les mêmes exigences. Certaines personnes nous disent: «Non, moi je veux garder la main, j'accepte volontiers que vous me conseillez sur ce qu'il faut mettre à jour, mais je préfère garder la main dessus», voilà, on n'a pas d'obligation par rapport à ça. Encore une fois, le service minimum est assez basique, hein, support et suivi de capacité comme je l'expliquais tout à l'heure. Heu, Par contre, comme je l'ai dit, notre fameux concessionnaire, il va pouvoir finalement, vous rajouter un certain nombre de services. Louer des mètres carrés dans un data center partagé. Heu, je faisais un exemple, la semaine dernière en disant, peut-être même que vous voulez dire, bah, moi ma voiture, finalement ça m'intéresse pas de la payer tout seul, peut-être que je peux trouver quelqu'un pour la partager. Bah, ça, c'est des choses qu'on sait faire aussi via nos partenaires. Donc, c'est le genre de choses qu'on est capable de faire pour dire, peut-être que les infrastructures, on peut peut-être les partager. Donc ça, on le fait avec certains service providers, finalement, où c'est eux qui contractualisent, ce contrat GreenLake et qui partagent finalement cet espace avec, différents clients. Hem, j'ai mentionné aussi le point du refresh technologique. Ça, c'est quelque chose qui est finalement, assez naturel dans les refreshs de façon classique. La différence quand on le fait dans le cadre d'un contrat GreenLake, comme il y a cette notion de financement derrière, ça permet de faciliter cette chose-là et ça permet de le faire de façon un peu plus smooth dans le temps. Donc on sait intégrer, du refresh technologique. Je vous donne un exemple, si on fait un contrat ensemble sur, du compute dans une ferme VMware. On va définir ensemble, par exemple, un cycle où tous les 3 ans, on va vous remplacer vos serveurs. Et donc souvent, la question qu'on me pose, on me dit: «Mais on définit un prix à la VRAM à un instant T, mais on sait très bien que dans 18 mois, ça sera une génération N+1 de serveurs. Comment on fait?» Bah, tout simplement, nous, on s'engage sur le fait que, on va conserver ce prix-là pour une technologie au moins équivalente en performance. C'est en ça qu'on dit que ça facilite cette notion de refresh technologique. On sait prendre ce type d'engagement. Ça existe aussi sur le stockage, hein, ce que je viens d'évoquer. L'hébergement, j'en ai parlé. Next. Vas-y, tu peux cliquer encore une fois. Vas-y, encore. Je pense que tu dois avoir encore un ou deux clics. Tac, et encore un. Voilà, merci. Bon, En fait, cette planche, qui est quasiment ma dernière, elle illustre la façon dont GreenLake a progressé ces dernières années. Comme je l'ai expliqué, c'est une offre qui n'est pas toute jeune, hein, qui fête ses 10 ans cette année, qui était, très axée stockage au départ. Ça a été nos premières demandes, hein. C'est des clients qui nous ont fait imaginer ce type d'approche-là et puis, on l'a étendu, au compute, on l'a étendu au réseau et puis on l'a étendu à tout notre catalogue. Puis après on s'est dit: «Bah, finalement, peut-être qu'on sait faire avec, d'autres choses. Peut-être qu'on va être capable d'aller mesurer, du stockage, sur, un Ring-Scality ou, du backup, avec Vim ou des choses comme ça». Donc ça, c'est des choses qu'on a, heu, j'allais dire, c'est un scope, horizontal, qu'on a fait progresser depuis quelques années et continuellement, on rajoute, des capacités et c'est sur des demandes clients.
Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on s'adapte vraiment et on a une équipe à la Corp chez nous qui travaille continuellement sur l'évolution de ces offres-là. Et puis le deuxième axe de progression de l'offre, c'est plus un axe vertical. Et là, on va retrouver par exemple des services d'hébergement en colocation, des services un peu évolués de téléexploitation ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt un axe vertical de progression. Le dernier axe sur lequel on est en train de travailler très fort et sur lequel on a déjà lancé des offres, ce sont les pavés qui sont au-dessus. On a de plus en plus de clients qui nous disent finalement, comme dans le cloud, je ne veux pas m'embêter, vous savez ce que j'ai dit au début, à dimensionner mes équipements. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vous donne mon besoin, c'est tant de VM avec telle caractéristique. Et finalement, je veux juste garder les choses chez moi, je ne veux pas les voir dans le cloud, mais ça ne m'intéresse pas de savoir ce qu'il y a dessous. Je ne veux pas soulever le capot de la voiture pour savoir ce qu'il y a dedans. Ben là, on a des offres sur étagère qui sont faites en fonction des workloads, en fonction de vos besoins. Donc, soit pour de la virtual machine, soit pour du calcul scientifique, soit autour de solutions d'ERP, de VDI. Bref, tous les pavés du haut. En fait, on a des offres packagées sur étagère et qui vont être dimensionnées simplement sur votre expression de besoin. Et on n'a plus à soulever le capot et à regarder ce qu'il va y avoir en dessous. Ce sont des offres complètement montées et dans lesquelles on va avoir un minimum de services managés d'exploitation. Donc là, on est vraiment sur des offres qui sont très très proches du cloud, à ceci près que les équipements vous sont dédiés et sont chez vous ou dans un de vos data centers. Next, et j'en aurai, et ça sera ma dernière planche. Je voulais juste faire une petite synthèse. GreenLake, ça représente quoi comme typologie de client aujourd'hui? Sur un scope international, on a à peu près 700 contrats qui tournent aujourd'hui. Et si je regarde sur un scope français, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on va trouver tout type de clients. C'est-à-dire que c'est une offre qui était très axée service provider, historiquement. C'est quand je vous donnais l'exemple il y a 10 ans sur le stockage, ce sont des services providers du nord de l'Europe qui nous ont fait monter ce type d'approche-là. Ça reste une clientèle importante, les services providers, parce que vous imaginez bien qu'ils sont très intéressés à aligner leurs coûts et leurs revenus. Mais on a bien évidemment des clients finaux, et Eric sera là pour en parler tout à l'heure, même si quelque part dans son métier, il est quand même très proche du métier de service provider, mais ça, je le laisserai. J'ai fait la transition trop tôt, Eric, désolé. Et on a même, là, c'est une très très grosse demande sur le secteur public. Donc, on a commencé à faire un premier contrat l'année dernière et on en a plusieurs autres en ce moment même en mode exploratoire, non pas pour voir les modèles opérationnels, parce que qu'on soit dans le secteur privé ou public, ça ne change pas grand-chose, mais pour trouver le vecteur contractuel. Donc ça, en fonction des cas, on étudie soit des grands marchés, soit des marchés un peu plus spécifiques. Et bon, l'expérience nous montre que c'est un peu plus facile de le faire avec des marchés plus spécifiques que les grands marchés, comme vous pouvez l'imaginer. Mais ça, c'est une demande très très forte. Et la semaine prochaine, je vais rencontrer un ministère, par exemple. Donc là, on s'attaque à quelque chose d'un peu costaud, parce que là, évidemment, on a des structures de marché qui sont très très figées. Mais malgré tout, là où il y a quelques années, c'était des discussions qui étaient complètement fermées sur le public, aujourd'hui, ça correspond à une telle demande que les gens sont prêts à se mettre autour de la table avec nous pour imaginer des solutions et des vecteurs contractuels pour y arriver. Et après, en termes de taille de clients, on a vraiment toute taille de clients. On n'a pas forcément que des grandes multinationales. On a, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a une petite entreprise qui avait un besoin très très spécifique sur un besoin métier, on va dire, où ils savaient vraiment pas où ils allaient les mettre les pieds en termes de capacity planning. Et ça, c'est vraiment le point qui les a fait basculer vers ce type d'approche-là. Donc on a une diversification assez forte des clients autour de GreenLake, et je ne parle pas de prospects, je parle vraiment de clients qui tournent sur le territoire français. Et ce que je constate depuis 3 mois, c'est que dans 80% de notre base installée cliente est intéressée par ces modèles-là. Tout le monde a une réflexion autour de comment je fais évoluer mes modèles de consommation de l'IT.
Donc ça, je pense que vous ne faites pas exception autour de la table. Et j'en ai terminé pour ce que je souhaitais vous partager. Je pense que je suis dans le timing, Grégoire. Oui, tout à fait. Juste peut-être, on sait que dans les pays latins comme, comme les nôtres, on n'est pas forcément toujours euh, très en avance par rapport à nos voisins anglo-saxons. Comment ça se passe là? Est-ce que tu peux nous donner un peu d'infos sur UK, sur les États-Unis? Est-ce que c'est des Ouais, modèles qui sont en train d'exploser là-bas et que finalement, on sent qu'en France, ça frémit de plus en plus, comme tu le disais, chaque fois qu'on évoque ce sujet-là chez nos clients, mm. ça suscite toujours de l'intérêt. Après, faut franchir le cap. Comment ça se passe dans les pays anglo-saxons aujourd'hui en termes de Alors je croissance? dirais qu'au-delà des pays anglo-saxons, vraiment les pays qui ont été novateurs, c'est les pays nordiques Europe. Et je pense que c'est culturel. Mm. La notion de propriété dans les pays nordiques n'est pas du tout la même que chez nous les latins. Et c'est en ça qu'ils sont très précurseurs. Ensuite, tu parlais de UK. UK a une courbe d'adoption du modèle, et je ne parle pas de GreenLake, je parle du modèle de paiement à la consommation, beaucoup plus rapide que la nôtre, que tous les pays latins, c'est vrai. Quant aux Américains, ils ont largement rattrapé le retard des pays nordiques et ça accélère très très fort aux États-Unis. Mais soyons pas modestes. Sur la France, on a une croissance très très forte. Comme tu le sais, c'est un sujet que moi enfin, qui me tient à cœur depuis pas mal d'années. Et je vois bien que les mentalités évoluent. Et il y a un point qui nous intéresse en plus haut lieu en ce moment. Je pense qu'il ne vous aura pas échappé que tous nos petits collègues, confrères et néanmoins concurrents sont en train de sortir des offres de ce type-là. Et ça nous va bien. Ça nous va bien parce que quelque part, ça prouve qu'on avait raison de pousser ces modèles-là. Parce que ça veut dire que si les autres se mettent à faire des offres-là, ça veut dire que le marché est en demande. Et puis, il y a un autre point sur lequel on est très content, c'est que finalement, et ça commence à être le cas, on commence à avoir des appels d'offres, à répondre à des appels d'offres sur lesquels le client nous demande uniquement des modèles on-premise en consommation à l'usage. Et ça, c'est nouveau parce qu'il y a quelques années, quand on allait démarcher certains de nos clients sur ce type d'approche-là, on a toujours eu un réel intérêt. Par contre, on avait une vraie problématique des services achats, notamment, qui nous disaient mais c'est super, mais on ne sait pas comment l'acheter. Et on ne sait pas comment l'acheter parce qu'on ne sait pas à quoi le comparer. Donc ces dernières années, on nous a beaucoup comparé au cloud public, mais quelque part, on n'est quand même pas sur des modèles totalement similaires, comme vous l'avez compris. Et donc le fait d'avoir des concurrents qui ont des offres maintenant assez similaires, ça nous va bien parce que finalement, ça forge les habitudes de travail des achats. Ça fait évoluer les habitudes de travail des achats. Voilà ce que je peux te dire, Oui, merci Grégoire. Thierry. Je pense que. Alors, on n'a pas de questions, donc ça montre que c'était très clair, hein. Ou alors que personne n'a entendu. Alors, 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 alors. Alors si vous avez entendu, tapez n'importe quelle lettre sur votre clavier. Euh, merci Thierry. On va passer la parole maintenant à Eric Machabert, donc CTO de Mencare Solutions, qui a adopté largement le modèle GreenLake et qui va nous parler un peu de son use case et de la démarche qui a fait aboutir Mencare à choisir HPE GreenLake pour son offre data center et dans le cadre de ce projet de transformation numérique. Eric, c'est à toi. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, c'est bon? Haut, fort et clair. Eh ben, c'est parti. Donc, Grégoire, tu vas être mon assistant pour passer les slides. Donc, tu peux passer Avec plaisir. celui-là. On va commencer par une courte introduction sur l'entreprise. Vous n'êtes pas forcément au fait de notre existence si vous n'évoluez pas dans le milieu du monde de santé français. Donc, on est un éditeur, une jeune start-up qui va bientôt avoir 30 ans. Qui développe des logiciels à destination principalement du monde hospitalier sur un spectre extrêmement large. On a un peu plus de 40 produits qui couvrent quasiment tout dans l'hôpital, hormis quelques secteurs bien spécifiques du laboratoire.
1 millier de clients sur le sol national, un peu moins de 700 collaborateurs aujourd'hui. On a un chiffre d'affaires qui est un peu inférieur à 80 millions d'euros et on a un gros volume de données puisque sur l'année 2020, on a 50 millions de données patients créées, de dossiers patients créés au travers de nos logiciels. Donc, on est un fournisseur de logiciels qu'on pourrait nommer legacy, hein, tout simplement. Depuis 25 ans, un peu plus, on développe des logiciels qui sont acquis, installés, exploités dans les établissements de santé, donc du pur on-prem pour eux. Et depuis quelque temps, on a une transition vers de plus en plus des solutions infogérées hébergées pour petit à petit avoir une conversion vers le mode SaaS et de consommation à l'usage et de services prêts à l'emploi, qui est de toute façon une vague de fond dans le monde logiciel, quel que soit le secteur d'activité, à partir du moment où les contraintes du secteur le permettent. En termes d'opération, pour vous donner un peu d'empreinte, on est une boîte profondément IT. Sur les presque 700 collaborateurs, on a un peu plus de 270 développeurs. On a des équipes services et d'ingénierie en nombre. On exploite pour le compte de nos clients à peu près 2000 machines dans nos capacités ou celles de nos partenaires et un peu plus de 9000 serveurs répartis sur le territoire. Et puis, dans cette transformation vers le SaaS et vers cette capacité d'être un acteur qui vient fournir des solutions au service du système de santé, on a décidé d'avoir une approche nous permettant de traiter les enjeux que toute entreprise doit analyser. On vit dans un écosystème, on vit sur un marché, on vit autour de besoins et de contraintes. Et bon, vous le savez maintenant, depuis 2 ans, hein, le système de santé, il est en ébullition. Il y a cette crise pandémique qui a démontré un réel besoin de moderniser ce système de santé en termes de parcours, en parcours digital. Reviens au slide d'avant, s'il te plaît, Grégoire. Juste pour, euh, juste pour rester sur ce slide, qui est déjà les enjeux par rapport à notre position. On est un des plus gros acteurs sur le marché national. Comme toute entreprise, on a pour vocation de le rester, du moins de sécuriser notre position. Aujourd'hui, on a également besoin de démontrer qu'on a un niveau d'excellence opérationnelle. On est dans un système de santé qui nécessite que l'on soit les plus professionnels possibles et qu'on délivre un système de qualité parce que, in fine, au bout du bout, chaque employé Medicare, quand il travaille quelque part, il participe au système de production de soins et derrière le système de production de soins, il y a les patients. Et lorsque l'on développe et qu'on opère des applicatifs dans le monde de la santé, et qui plus est là où on est fortement impliqué, c'est-à-dire dans la production de soins, le numérique peut entraîner le risque patient. Ensuite, pour se maintenir à un niveau, il y a des investissements. Il y a des investissements extrêmement lourds en R&D puisqu'il faut pouvoir se transformer. Et ce que je disais juste avant, c'est que la pandémie a montré que notre secteur au global était en retard sur la transformation des usages numériques par rapport à ce qu'attendait de tout à chacun par rapport à ces services. Et la pandémie, clairement, elle l'a vu. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, on a découvert qu'on n'avait pas de corrélation de la disponibilité des lignes au niveau national, hein, ce qui, dans l'esprit de chacun, était quelque chose d'extrêmement simple et déjà existant depuis des années. Mais non, la réalité, c'est que ça n'existait pas. Ce genre de démonstration, elle démontre à quel point ce secteur a besoin de cette transformation, a besoin d'accélérer la transformation. Et pour accélérer la transformation, il faut avoir la capacité de faire plus vite, tout en préservant le niveau de qualité, voire en l'améliorant. Alors après, en tant qu'organisation, il n'y a pas de secret. Tout à l'heure, Thierry en parlait, quand on a un service provider, on aime bien aligner les coûts et les revenus. Globalement, le passage dans le monde SaaS, il n'y a pas de secret pour les éditeurs logiciels, c'est la capacité de prédictibilité, de sécuriser du chiffre d'affaires, hein, puisque c'est un embarqué récurrent et ce qui va nous permettre d'avoir une projection beaucoup plus valable sur le revenu annuel. La projection de revenu valable, c'est aussi une capacité de projection dans des roadmaps. La capacité de projection dans des roadmaps, c'est la capacité d'engager de la R&D. La R&D, c'est le futur de l'entreprise.
Je vais passer au slide suivant. Donc après, quand on analyse le pourquoi de cette transformation, il y a les enjeux externes pour nous, c'est les enjeux de nos clients, tout simplement. Le système de santé, il est vraiment en très, très grosse transformation. On a un acteur qui a démontré que le numérique pouvait fluidifier notamment un grand nombre de sujets, par rapport notamment à la prise de rendez-vous, ce genre de choses. On voit que de toute façon, l'outil numérique, il en est qu'au début et il va falloir accélérer. Mais on manipule des données sensibles, extrêmement sensibles. Vous pouvez suivre l'actualité, vous pouvez voir ce qui se passe autour du Health Data Hub, vous pouvez voir ce qui se passe autour des différentes fuites de données ou des atteintes à la souveraineté ou aux peurs d'atteinte de souveraineté autour des données de santé. C'est un sujet extrêmement critique, extrêmement sensible. Nous sommes la France est en train de lancer, si vous ne le savez pas, le nouvel espace numérique de santé. Ce sera la plus grande plateforme au niveau mondial de données de santé corrélées au niveau national. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui a réussi à le faire. On va voir si on y arrive, mais ce sujet-là, ça démontre une réelle importance de garder de la maîtrise sur la confidentialité des données, le cycle de vie des données. Donc ça, c'est le cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire, il est extrêmement précis en France. On a une législation forte, précise, qui est maintenue à jour, qui a souvent des évolutions, qui suit relativement bien les évolutions aussi autour de la donnée personnelle, le GDPR. Donc ces clients qui ont de plus en plus d'attentes, les établissements, des attentes de connexion vers le monde externe. Aujourd'hui, on n'est plus dans un monde de segmentation des actes de santé, on est plutôt dans un monde de parcours avec une transition extrêmement aisée des patients de la médecine de ville, de la médecine spécialisée entre différents centres d'expertise ou établissements de santé publique. Tout ça, il faut que ça soit agile, que ça communique, que ça s'interopérabilise avec les différents acteurs du système. L'objectif, c'est également de démontrer un niveau de sécurité élevé. C'est ce qu'attend in fine le patient français, c'est que ces données de santé, qui sont des données extrêmement critiques, soient manipulées avec toute le sérieux et puis les conditions de sécurité nécessaires à en préserver la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. Et puis nous, dernièrement, notre objectif aussi, c'est de prouver notre pertinence à l'écosystème. On est clairement dans un monde où aujourd'hui, c'est ensemble et entre partenaires, parfois concurrents et partenaires à la fois, c'est toute la subtilité. On se doit de garder notre place, de la sécuriser, mais d'assurer cette interopérabilité entre les acteurs pour qu'in fine, le système de santé puisse bénéficier de cette interaction entre les différents spécialistes. Tu peux passer au slide d'après. Donc, aujourd'hui, la réalité, c'est une réalité de terrain, c'est que le monde hospitalier, alors il y a un grand nombre d'établissements en France. Aujourd'hui, le monde hospitalier, il y a d'ailleurs une recentralisation autour des groupements hospitaliers de territoire, autour des GHT en ce moment. L'hôpital, c'est pas un endroit qui mécaniquement concentre et capitalise un très grand nombre de compétences informatiques et un haut niveau de disponibilité des compétences. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les centres hospitaliers, hormis quelques grands centres type centres universitaires qui ont un afflux de revenus et des compétences présentes en nombre du fait des financements et de la recherche, la plupart des centres hospitaliers sont vraiment en souffrance pour faire tourner leur système d'information. On a un grand nombre de centres clients où on n'a plus que 2 ou 3 personnels informatiques pour faire tourner des établissements qui ont 5, 6 ou 700 lits. Donc on est vraiment dans des établissements qui globalement, mécaniquement et par la force des choses, n'ont plus vraiment le temps de s'occuper, n'ont pas le temps de monter en compétences sur les nouvelles technologies pour opérer des systèmes. Ils vont plutôt se concentrer sur le local, c'est-à-dire gérer l'utilisateur, l'identité de l'utilisateur, la mise à disposition des devices et des moyens d'accès au système d'information. Et petit à petit, ils sont en train de se transformer en système qui vient agréger, composer une offre de services autour de différents acteurs qui peuvent être soit en SaaS, soit en infogérance hébergée,
soit en on-premise, mais infogéré. Pour pouvoir justement proposer nos services plus rapidement dans une consommation à l'usage et avec des conditions de disponibilité, d'intégrité, de sécurité bien supérieures à ce que peut produire un établissement local, on a donc décidé de construire notre plateforme d'hébergement et de production de services, plateforme certifiée et certifiée selon les référentiels en vigueur, notamment le référentiel HDS, certification obtenue en début de cette année, le 4 janvier, et aussi bien entendu ISO 27001, qui est une certification préalable à l'obtention de HDS. Et cette plateforme, on l'a conçue sur un modèle de triple site géographique. Alors pourquoi 3 sites Parce que c'est mieux que 2. Non, je plaisante. Parce qu'aujourd'hui, il y a un ensemble de critères à répondre. Il y a le critère de disponibilité et d'intégrité, ça c'est une chose. Vous maîtrisez tous aujourd'hui les infrastructures en miroir et ce choses-là. Mais il y a un autre sujet, c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde du logiciel. Même l'infrastructure a du logiciel, tout est du logiciel. Et la réalité, c'est que pour atteindre une prédictibilité, une qualité opérationnelle, c'est-à-dire assurer un niveau de maintien en conditions opérationnelles et de conditions de sécurité, mise à jour, montée de version, validation, gestion des changements, il est impératif de disposer d'éléments de test et de qualification pour s'assurer que l'infrastructure qui est pilotée par le logiciel va délivrer ce pour quoi vous l'avez conçu et qu'elle va le délivrer au fur et à mesure des updates successifs. Et comme vous l'aurez tous constaté, on est dans une industrie où le rythme de sortie des versions logicielles s'est accéléré et on pourra tous en être témoins, la qualité, elle n'est pas forcément, elle s'est pas forcément améliorée. La vitesse à laquelle les spécialistes du logiciel d'infrastructure doivent, enfin, se sont mis comme objectif de sortir et de suivre les besoins exposés par les clients, les nouvelles fonctionnalités, se sont quand même faits au détriment d'un niveau de qualité qui, au fur et à mesure du temps, ne s'est pas forcément amélioré. Donc, il y a une réelle nécessité à disposer des éléments permettant d'avoir de la prédictibilité dans la qualité des opérations, puisque in fine, nous, ce que l'on veut, c'est de la disponibilité maximum d'infrastructures qui produisent des outils qui participent à la production du soin. Donc, on s'est rapproché d'X9000 et d'HPE pour construire quelque chose sur un modèle de coût à l'usage, prédictible, mais avec un catalogue technologique extrêmement vaste, qui puisse couvrir aussi bien les besoins en réseau, en compute, en stockage objet, stockage secondaire, primaire, tertiaire, mais aussi logiciel, l'hypervision, les containers, la microsegmentation, et d'avoir ce catalogue également évolutif, qui puisse venir se voir ajouter des nouvelles technologies au fur et à mesure du temps. On a déployé donc une infrastructure triple site sur 3 data centers en région parisienne, avec de fortes capacités réseau, des technologies de dernière génération en termes de sécurisation des flux, puisque nous avons décidé d'opérer nous-mêmes le chiffrement des chemins optiques qui quittent nos infrastructures et qui traversent le domaine public. Puis nous avons également décidé de devenir notre propre système autonome au niveau d'internet et de pouvoir peerer avec des opérateurs de transport à l'échelon national et international, nous permettant d'agréger sur cette offre technologique des débits de très grosse capacité. À côté de ça, nous avons ici décidé de mettre en œuvre une géosécurisation des équipes qui opèrent ces systèmes entre Bordeaux et Dijon, qui est deux bassins d'emploi qui sont deux bassins d'emploi et d'activité qui ne sont pas en concurrence directe de par leur éloignement, ce qui nous permet d'avoir une prédictibilité aussi de la capacité de recrutement. Et puis, nous avons aussi décidé de privilégier une fourniture des services en OTT, over the top, c'est-à-dire que tous les services que produit ce socle technologique se consomment au travers d'Internet. Nous avons décidé d'abandonner les réseaux MPLS qui sont coûteux, longs à mettre en œuvre, moins sécurisés, puisque je vous rappelle que le MPLS par défaut n'est pas chiffré, et surtout qui démontrent une résilience moindre, puisque dépendant d'un seul et même opérateur, là où le maillage Internet nous garantit une résilience interopérateur ou intertransporteur. Et puis aujourd'hui, en 2022, après la pandémie et 2 ans de
télétravail forcé et de transition massive de travailleurs vers le tissu internet français, on a démontré une chose, c'est que ce tissu, il est résilient, performant et qu'il a très bien su prendre la charge autour de ces sujets critiques, puisqu'aujourd'hui, on a une très bonne qualité au niveau national de transit internet. Je vais voir si tu peux faire un focus sur le slide d'après qui est donc les technologies mises en œuvre. Donc pour vous donner une rapide overview des principales technologies. L'avantage du GreenLake est le fait de commencer avec des paliers extrêmement petits et un engagement de croissance. Comme disait tout à l'heure Thierry aussi, la différence entre la committed capacity et la capacité réellement en place, ce fameux buffer que vous ne payez pas mais qui est là présent pour encaisser votre croissance, nous a permis également tout simplement d'aller choisir tous les matériels les plus haut de gamme du catalogue HP. Donc c'est ce qui nous a permis de commencer avec des équipements haut de gamme, certes déployés avec des capacités minimales pour démarrer, mais qui nous permettent là aussi une prédictibilité des performances dans la croissance extrêmement forte. Nous avons aussi bénéficié des technologies à forte densité, que ce soit chez HPE comme avec notre hébergeur physique Equinix qui nous a mis à disposition des racks ultra haute densité puisqu'on approche maintenant les 60 U. C'est ce qui permet d'avoir une empreinte extrêmement importante au mètre carré. Nous avons préparé jusqu'à la partie power avec HPE cette capacité de croissance avec un impact en opération. Les opérations, c'est racké, câblé, extrêmement faible. Ensuite, nous avons mis en œuvre un design, là encore, dans le but de répondre aux attentes réglementaires et aussi de démontrer un engagement extrêmement fort en termes de sécurité auprès de nos clients. Nous avons mis en œuvre un système répondant à toutes les contraintes du référentiel européen NIS, en France la directive série, nous imposant, en s'imposant des silos physiques isolés à chaque sous-système manipulant des flux de criticité différentes. Et cela, on a pu le faire parce qu'on a pu avoir une méthode empirique en termes de l'approvisionnement des matériels, en commençant avec des matériels déployés mais faiblement dotés en termes notamment par exemple pour le réseau, avec des équipements modulaires, faiblement dotés en nombre de ports, et avec cette facturation au port nous permet d'avoir une capacité de croissance sur chacun de ces silos au réseau par exemple. Puis le dernier sujet, c'est ces capacités de stockage et de sauvegarde. Que nous travaillons avec Veeam, puisque nous sommes Veeam Cloud Service Provider depuis maintenant 5 ans, nous permet de disposer des technologies de stockage haute densité capacitive du catalogue GreenLake et nous permet de proposer 3 niveaux de sauvegarde avec des rétentions et de la durabilité extrêmement élevée. Donc voilà, c'est un petit overview extrêmement light, puisque le projet est un projet d'envergure qui représente qui représenterait en CAPEX quelques millions d'euros et qui nous permet d'avoir un démarrage très soft. Eric pourrait en parler pendant des heures. Merci beaucoup Eric. Toujours pas de questions. Je pense que effectivement le webinaire a été extrêmement clair. On a bien compris pourquoi Eric tu t'étais orienté vers la solution GreenLake. Ce webinaire est enregistré, donc il y a toujours moyen de le revoir. Il y a toujours moyen également, vous avez mes coordonnées pour qu'on puisse faire des mises en relation, si besoin, si vous vient des questions après. Pas de questions, donc je pense qu'on peut peut-être conclure ce webinaire. Thierry, tu veux conclure? Tu as un mot de la fin? Fin. D'accord.
Merci Non, beaucoup. juste, merci Eric. Je pense que vous l'avez compris, effectivement, les moteurs de son choix, hein, si je résume ce que j'ai capté, parce que j'ai pas suivi toute l'histoire, Eric, depuis le début. Et finalement, je retrouve pas mal de composantes qu'on avait évoquées. Donc, tu as bien insisté sur le fait de pouvoir commencer faiblement et de pouvoir accompagner la croissance. Tu as parlé de l'importance aussi de conserver le contrôle. C'est un point super important pour vous parce que les données ne doivent pas sortir avec la certification HADS. Donc, je crois d'ailleurs que les outils qu'on a mis à disposition ont été audités. Exactement. Donc, on parlait de Greenhead Central notamment qui a été audité sur ce, enfin, si j'ai bien compris. Donc voilà, moi j'ai retenu vraiment ces deux vecteurs importants pour toi, en tout cas, sur les raisons d'avoir signé ce Green Lake et je t'en remercie encore. Dépenses et revenus également, hein, je pense que l'alignement aussi, Oui, c'était exact, un des éléments extrêmement importants dans le choix. Euh, exact. Oui, c'est bon pour ceux qui sont dans le business, hein, c'est la recherche du break-even. Ouais, Un break-even le plus tôt possible. C'est sûr qu'avec un CAPEX extrêmement fort au début, avant de rentrer les services, le break-even, il va se retrouver extrêmement éloigné. Et ça, aujourd'hui, c'est très difficile ouais. à justifier d'un point de vue économique pour une entreprise.